m'appelle Fabienne Hermite. J'ai un parcours initialement ingénieur, docteur. J'ai très rapidement fait le saut dans l'entrepreneuriat. J'ai été cofondatrice d'une première société au siècle dernier qui a développé des tests moléculaires en oncohématologie. Société qui a été rachetée. Ensuite, on a fait une spin-off de cette société. On a continué les développements dans le domaine de l'immuno-onco. Société qui a elle aussi été rachetée par des Américains qui ont décidé en 2025 de fermer notre site qui est à Marseille. Et donc, avec mes associés, on a repris une partie des actifs de ce site marseillais. Et aujourd'hui, nous sommes avec Helio Diagnostics, une CDMO qui est spécialisée dans le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, avec une 50aine de salariés. Et aujourd'hui, donc, j'ai la chance d'animer cette table ronde avec Mathieu et Eugénie, qui ont eux aussi un parcours ingénieur, docteur, et qui sont là pour nous parler de cette transition entre le monde académique et l'entrepreneuriat. Donc, merci à tous les deux. Et je vous passe la parole pour vous présenter, Eugénie. Bonjour à tous, je m'appelle Eugénie, je suis cofondatrice et CTO de Numi. Chez Numi, on vise à produire des ingrédients clés du lait maternel humain par culture cellulaire pour améliorer la nutrition spécialisée au global avec un premier cas d'usage pour les nourrissons. Et en termes de background, du coup, j'ai effectivement fait une école d'ingénieur généraliste suivie d'une thèse en biologie moléculaire et cellulaire au Collège de France. J'ai continué un peu en académique avec mon postdoc aux États-Unis avant de fonder Numi il y a maintenant 3 ans avec mon associé. Et on est une équipe de 18 au sein de l'hôpital Cochin. Merci. Mathieu ? Bonjour à tous. Donc, merci de l'invitation, merci Déborah de l'invitation. Je suis très heureux de présenter le parcours de ma société. Donc, moi, je suis ingénieur de formation, j'ai une thèse en neurosciences et j'ai cofondé THX Pharma qui s'appelait Terranexus à l'époque en 2013. Et on est passé par toute une série de hauts, de bas. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. On a levé des fonds en 2014, on a levé à peu près 4 millions d'euros. On est rentré en bourse en 2017, on a levé à peu près 55 millions d'euros depuis qu'on est créé. Et maintenant, on a 2 médicaments qui sont en développement ou proches de la commercialisation. Un premier médicament qui a été cédé en licence auprès d'une société qui s'appelait Insud Pharma dans certains pays, qui adresse 2 maladies rares neurologiques, pédiatriques, qui sont la maladie Niemann-Pick de type C et la maladie de Gaucher. Et on a un autre candidat médicament qui rentre en phase 3 cette année, qu'on co-développe avec un industriel français qui s'appelle Biocodex, et qui a pris une licence d'exploitation et développement du projet. Donc on est passé par toutes ces étapes-là. Donc là, je vous montre plutôt ce qui est positif sur la partie levée de fonds. Il y a pas mal de bas avec des échecs cliniques, avec une dégringolade en bourse qu'on a subie suite aux échecs cliniques. Donc des hauts, des bas, mais un parcours fascinant et passionnant pour ma part en tout cas. Merci. Et donc peut-être la première question, c'est comment vous avez vécu cette transition entre le monde académique et le monde de l'entrepreneuriat et comment vous vous êtes entouré pour débuter l'aventure et compléter des compétences que vous n'aviez peut-être pas à T0. Eugénie ? En effet, c'est un petit saut, on va dire, du monde de la recherche à l'entrepreneuriat et en même temps, il est assez naturel puisque au sein de notre parcours de recherche, on mène souvent nos projets en indépendance et c'est aussi une gestion de projet en tant que telle. En revanche, c'est certain que toute la dimension gestion d'entreprise, gestion d'équipe, management, en relation avec des investisseurs sont tout de même relativement nouvelles. Et du coup, je pense qu'il s'agit effectivement de bien s'entourer. Moi, j'ai la chance, par exemple, d'être associée avec Eden, qui a un parcours beaucoup plus business, qui a travaillé en fonds d'investissement. Donc, c'est extrêmement complémentaire au mien. Ce qui est une force. Et on a aussi, bien sûr, été chercher des advisors, que ce soit des advisors sur certains secteurs clés qui sont les nôtres, ou aussi plus des entrepreneurs du secteur pour pouvoir avoir des retours de différentes expériences et un accompagnement global. Merci. Donc, même parcours. Moi, je découvre la technologie qu'on a développée initialement dans la société l'année 2008 pendant ma thèse. Et un passage assez simplifié dans l'entrepreneuriat parce qu'à l'époque, je n'avais pas de charge de famille, pas de questions particulières financières qui se posaient à ce moment-là. Je pense qu'il y a différents âges de la vie. Je pense qu'on peut entreprendre quand on veut. C'est des questions différentes selon l'âge. Je pense qu'on ne se pose pas la même question, notamment la prise de risque entre une création à 25 ans, ce qui fut mon cas, et une création à 45
ce qui pourrait être le mien maintenant. Donc c'est deux questions différentes, notamment financièrement, en termes de charge de famille, de responsabilité. Donc c'est des questions qui se posent, qui sont très individuelles. Et pour ma part, c'était facile parce qu'à l'époque, je n'avais pas de charge de famille, en tout cas quand le projet a été lancé. Donc un passage assez simple, naturel, je ne sais pas. Je pense qu'on est toujours confronté dans toutes ces étapes-là à un syndrome de l'imposteur. Souvent, en préparant la table ronde, on se posait la question de savoir si les hommes étaient confrontés à ce syndrome-là, évidemment. Je ne sais pas combien d'hommes et de femmes là-dedans, mais je pense qu'il doit y avoir un paquet de gens qui se pensent imposteurs sans l'être. En tout cas, qui se pensent imposteurs. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti. C'est quelque chose qu'on ressent souvent. Je pense que c'est naturel tant que ça ne sclérose pas, tant que ça ne vous empêche pas d'avancer. C'est à mon avis un moteur sain, un moteur qui indique quelque part que vous n'êtes pas dans votre zone de confiance absolue non plus. Et je pense que c'est quand on est dans la zone de confiance absolue qu'on commence à faire des erreurs. C'est ce qu'un chef cuisinier indiquait, j'ai lu la citation récemment, il indiquait que quand on commence à comprendre tout ce qu'on fait et à bien gérer tout ce qu'on fait, c'est là qu'on commence à mal le faire. Et je pense que ce qui est important là-dedans, c'est, moi ce que j'ai appris en tout cas au cours de toutes ces années, c'est la masse de ce qu'on ne connaît même pas. Et ça, c'est compliqué parce que conceptuellement, on n'a pas idée que les choses n'existent pas, donc on ne sait même pas que ces questions se posent. L'exemple que je prends souvent, c'est celui du market access. Le market access, dans le cas du médicament, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comment est-ce que vous allez positionner votre produit, votre médicament, votre candidat médicament ou votre médicament lorsqu'il est enregistré, pour qu'il soit remboursé par les payeurs. Et c'est des concepts dont on n'a absolument pas conscience quand on est chercheur. On se dit que votre médicament, s'il apporte un bénéfice pour le patient, évidemment qu'il sera vendu, évidemment que ça fera un chiffre d'affaires, et vous voyez, ça fera un blockbuster. Et on ne se rend pas compte à quel point il y a des médicaments qui peuvent être efficaces en clinique et qui sont un échec commercial parce que le market access était mal pensé. L'idée, c'est pas de parler du market access, c'est de dire que quand on est chercheur, on se rend compte que des choses comme ça, on ne sait même pas que ça existe. Et je pense que c'est là où je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. L'idée de se faire accompagner est, à mon avis, la seule solution réelle pour se rendre compte que les choses existent, ne pas commettre les erreurs que tous ceux d'avant ont commises et arriver à avancer pas après pas dans ce genre de projet-là. Et un autre élément, sans doute en tant que chercheur, où on n'a pas en tête la lourdeur du process, je dirais, c'est tout le chemin réglementaire, effectivement, et tout le aller-retour avec les agences, et la constitution des dossiers, les études analytiques approfondies, tout cela, c'est un beau paquet. Et justement, pour ces aspects-là, est-ce que vous avez choisi de recruter en interne ou de vous faire accompagner, de faire appel à des consultants ou à des personnes que vous aviez dans votre board, des advisors? Comment vous avez choisi de piocher dans ces compétences indispensables? Je pense qu'on fait toujours un doux mélange de l'ensemble de ces propositions. Sur le réglementaire, typiquement, c'était un peu tôt d'avoir quelqu'un en interne directement dans l'équipe dès la phase de R&D. En revanche, c'est un des premiers chèques qu'on a signé avec Eden suite à notre première levée de fonds. C'était pour un cabinet réglementaire, pour avoir une étude plus approfondie que tous les premiers éléments qu'on avait déjà rassemblés, pour pouvoir vraiment avoir une feuille de route très claire sur ces enjeux qui sont absolument clés pour mettre nos produits sur le marché. Et donc, on a travaillé main dans la main avec ce cabinet en ayant des appels réguliers toutes les semaines, dès la phase de R&D. Et là, maintenant, on cherche à recruter en interne. Et du coup, c'est souvent comme ça qu'on fait sur ces sujets, que ce soit aussi sur la propriété intellectuelle ou d'autres. Alors nous, on prend un angle qui est un peu différent. Je pense que quand on est une biotech, donc on a à peu près, je vous le disais, 50-55 millions, plus le non dilutif, donc on doit avoir 70 millions, et se pose la question de savoir comment on dépense cet argent. Et il y a une forme de course qu'on voit très souvent dans les biotech, une course à l'armement, des locaux plus grands, plus d'équipements, plus de personnel, des missions support, des missions staff, des DRH, etc. Et quelque part, on est poussé à cela. Et on a fait un choix différent. On a fait plutôt le choix d'externaliser le maximum de compétences. Par exemple, là, on est 12 dans la société. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes cotées qui avec un programme en phase 3, c'est un contrat à plus de 170 millions qu'on a rentré il y a 2 mois maintenant. Un autre programme qu'avec Exeltis, proche de l'enregistrement FDA, EMA et puis d'autres pays également, et on est 12. Et évidemment que sur 12, on n'a pas les compétences qui sont nécessaires pour faire tout ça, donc on a une centaine de personnes qui travaillent autour de nous, et c'est des gens qu'on peut activer ou inhiber selon le besoin assez rapidement. Et je pense qu'il faut arriver à résister à cette forme de pression particulière qu'on a à la dépense, cette forme de course à l'armement qu'on a tous, qui peut-être dans certains cas s'entend quand on a des projets qui sont absolument qui sont en phase de développement, qu'il va falloir pousser.
mais en phase de maturation et de construction de société, il faut arriver à trouver le bon équilibre entre se staffer ou se surstaffer et externaliser l'ensemble. Et sans tomber dans le travers de certains modèles d'IA qu'on voit, où une personne est capable de créer une société qui a racheté 300 millions, ça n'existe pas dans le domaine de la biotech, ces choses-là. Mais on peut peut-être trouver un modèle qui est un peu intermédiaire entre la course à l'armement très forte, qu'on pousse systématiquement à faire, ce qui impose de lever beaucoup de fonds au final, et une forme plus frugale de développer les sociétés. Merci. Et Mathieu, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours personnel et de la transition que tu as faite entre le poste de CSO et le poste de CEO? Quels ont été justement les challenges auxquels tu as fait face et comment tu te sens aujourd'hui? Donc j'ai le cofondateur de la société, donc moi j'étais le numéro 2 pendant quelques années, donc j'étais le mandataire à l'époque et le CEO de l'époque était mon patron de thèse, donc on est partis tous les deux dans cette société et c'est un chemin qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire que les échecs on les a subis ensemble, les réussites on les a partagées ensemble et donc moi c'était relativement accompagné par cette personne-là qui était scientifique comme moi, pas de formation business particulière, pas de formation de la finance. On s'est formés ensemble à HEC, et c'est là justement qu'on se rend compte de tout ce qui existe, dont on n'a même pas conscience. Vous avez probablement, beaucoup d'entre vous, être en discussion, vous avez déjà levé des fonds, donc vous voyez ce que c'est qu'un pacte d'actionnaires. Vous voyez toutes les clauses dont les noms paraissent plus barbares les uns que les autres, toutes les façons de vous faire complètement lessiver, ou au contraire de vous reluer, selon les conditions de la société. Souvent c'est punitif. Et on est content d'être accompagné là-dedans. Donc il y a cette prise de conscience qu'on a de l'ensemble. Ce n'est pas une formation qui vous donne les clés pour évidemment gérer un contrat de licence, gérer la propriété intellectuelle, les RH, les aspects réglementaires, mais ça vous informe sur ce qui existe et sur comment ça doit être géré au quotidien d'une société. Donc c'est beaucoup de formation, c'est beaucoup de temps avec des consultants. On a construit le board également de façon assez cohérente avec cette construction de société. Et c'est une transition naturelle qui s'est faite quand mon CEO a souhaité développer l'activité de son côté. Et ça s'est fait assez naturellement au final, parce qu'on a été un binôme qui avons construit cette société, qui l'avons dirigée pendant 7-8 ans maintenant. Donc c'est une transition assez naturelle qui s'est faite. Et là encore, on est face à une société qui est pas complexe en soi à gérer, parce qu'on est petit. Et c'est très flexible ce qu'on fait au final. Quand on arrête un projet, il n'y a pas de gens licenciés. Ça paraît horrible de dire ça, mais il n'y a pas de gens licenciés parce que le projet, on n'a pas de RH en interne. Et donc c'est très flexible et ça rend cette gestion de société réellement intéressante. Et je pense qu'il y a un point qui est nouveau également pour beaucoup d'entre vous, c'est la partie côté de la société. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui s'apprend beaucoup avec les avocats, beaucoup avec les responsables de la communication, parce que c'est vraiment très spécifique en termes de communication, de ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, des obligations particulières, et ça c'est passionnant également. Merci. Et moi, j'ai une question pour toi, Eugénie. Donc, moi, je me souviens, il y a plus de 25 ans, de mes débuts dans l'oncologie, dans une start-up. J'avais un parcours avec une thèse en neurosciences et j'ai eu des regards un peu condescendants de la part de médecins qui me considéraient comme un peu légère en oncologie. Est-ce que toi, d'avoir cette thèse en neurosciences, etc., et d'avoir fait ce saut dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de la nutrition, est-ce que maintenant c'est plus facile finalement de s'adapter à des nouveaux champs, des nouvelles compétences? C'est une très bonne question. Effectivement, j'ai une thèse en biologie cellulaire et moléculaire, mais avec une dimension neurosciences, puisque on travaillait sur une protéine qui pourrait protéger les neurones dopaminergiques de la mort dans le contexte de la maladie de Parkinson, avec notre équipe au laboratoire à l'époque. Cela étant dit, j'ai toujours trouvé que c'était plutôt une force, donc que ce soit dans nos interactions avec le monde hospitalier ou clinicien. Donc, chez NUMI, on a développé différents partenariats avec des maternités, des lactariums, pour pouvoir recruter notamment des donneuses, pour avoir des sources d'échantillons pour nous, et avoir cette capacité de compréhension scientifique des enjeux et de se former très vite sur quels sont les enjeux du nourrisson, quels sont les enjeux de la nutrition de ces nourrissons, a toujours plutôt été une force dans nos échanges. Et après, je dirais que fondamentalement aussi, il y a des socles de biologie moléculaire et cellulaire qui sont communs, quel que soit l'organe, quelle que soit la maladie, et qu'en fait, c'est ça qui est très facilement translatable. Certes, je ne travaille pas spécifiquement sur la biologie de la lactation.
En revanche, toutes les voies Jacques Stat qui vont être activées ou toutes les composantes de la modulation génomique dans ces voies sont des processus qu'on a vus, qu'on étudie pendant nos thèses et qui sont généralisables aussi. Donc, idem, tous les concepts de culture cellulaire, globalement, que ce soit une lignée primaire de neurones versus une lignée primaire de cellules mammaires, il y a énormément de concepts qui sont communs. Et c'est en cela que j'ai trouvé que c'était une transition plutôt naturelle, je dirais, avec évidemment le besoin de lire énormément, de se former, de s'entourer à nouveau. Donc, par exemple, on a été, dès le début de NUMI, entouré par une chercheuse de l'Institut Pasteur, Aurélie Chiche, qui est spécialiste de la biologie de la glande mammaire. Et ça a été une vraie force de l'avoir à nos côtés au tout début. Donc, plutôt une transition, je dirais, smooth, et plutôt une formation qui permet d'avoir des échanges avec nos partenaires. Je pense que, merci. Et je pense que la transition, elle est facilitée si vous êtes bien entouré. Ça paraît évident de dire ça parce que tous les projets sont forcément entourés de plein de gens. Mais je pense que ceux qui ont le plus aidé chez nous, c'est les gens qui n'étaient pas dans une relation commerciale avec nous. Et commerciale dans le sens où il faut arriver à trouver un entourage de personnes au board ou des consultants qui ne sont pas intéressés de façon financière ou opérationnelle à ce que vous faites. C'est-à-dire des gens qui sont capables d'apporter, non pas forcément gratuitement, c'est pas ça, mais d'apporter un accompagnement fort et un soutien très fort. Et ça, c'est pas évident. Quand on rentre un VC, par exemple, dans le conseil d'administration, ce ne fut pas notre cas, mais c'est le cas de beaucoup de sociétés, vous faites rentrer des gens qui vont avoir une vision différente de la vôtre et qui vont chercher à imposer leur vision parce qu'ils sont venus avec l'argent. Parfois, on n'a pas le choix, parfois il faut faire ça, parfois il faut monter dans ces étapes-là. Mais je pense que le point, c'est important d'arriver à se faire entourer board et extra-board par des gens qui vous soutiendront dans la durée, dans les difficultés, et dont les choix que vous faites n'auront pas d'impact sur leur propre situation. C'est-à-dire que vous mettez, vous rentrez dans le board par exemple des gens qui veulent devenir CEO à votre place, c'est évidemment compliqué. Vous mettez des gens au board qui ont mis de l'argent chez vous, c'est de l'argent qui est hyper important pour eux. Évidemment que ça va tendre la relation. Je pense qu'il faut trouver l'équipe qui n'est pas toujours évident à trouver évidemment. C'était peut-être un peu pied, mais on l'a trouvé nous en tout cas. On a trouvé nous dans le board des personnes dont le développement de la société est décorrélé de leur propre intérêt personnel. Ils ne se font pas plus d'argent si la société se développe. Ils n'ont pas plus de retours financiers, ils n'ont pas plus de visibilité spécifique, c'est-à-dire que c'est des gens ils sont payés évidemment pour ce qu'ils font, mais il y a une forme d'agnosticité, je ne sais pas comment on dit, c'est agnostique pour eux, de savoir comment la société va se développer. Et ça, c'est un point qui, quelque part, quand on a ça en tête, on se dit que les conseils qu'ils donnent, l'accompagnement qu'ils proposent, est un accompagnement sain, honnête, et sur lequel on peut se baser en termes de confiance. Merci. Et donc, si dans la salle, il y a des jeunes chercheurs qui hésitent à franchir le pas vers l'entrepreneuriat, Eugénie, quels seraient tes conseils et peut-être, Mathieu, tu parlais de prise de risque aussi dans notre entretien en préparation de cette table ronde. En quelques mots, 8 secondes, c'est un peu court, mais... 3 points peut-être particuliers. Je dirais... de effectivement pas souffrir du potentiel syndrome de l'imposteur, mais d'y aller et de foncer, de profiter au maximum parce qu'on apprend énormément de choses, on apprend tout le long du trajet, à toutes les étapes. Et après, j'aurais tendance à dire aussi d'aller confronter très vite le marché et d'aller faire des études rapidement pour savoir qui utiliserait réellement cette solution, tout ce travail de développement que vous faites, de le confronter au marché même très tôt. Et moi, je leur dirais, mais foncez, allez-y, perdez pas de temps, c'est une super expérience. Entourez-vous de personnes qui vont vous accompagner gratuitement ou de façon commerciale, mais sans l'idée de prendre votre place et sans l'idée d'imposer leur stratégie à la place de la vôtre. Et foncez, c'est génial. Merci.